Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici en présence de l'éditeur de Happy Tahiti Édition, accompagné de ses écrivains, dans le cadre de la Semaine de la Poésie qui a eu lieu durant le mois de mars à la bibliothèque universitaire et qui a vu donc les étudiants de lettres et arts de Madame Léral réaliser des productions littéraires, des calligrammes qui sont présents dans cette salle. Et afin de clôturer cet événement, nous avons décidé donc d'inviter des écrivains à la rencontre des étudiants pour un partage autour de la création littéraire. Je vais laisser la parole à Madame Léral, qui est professeure agrégée de lettres classiques donc à l'Université de la Polynésie française et qui a encadré les étudiants de première année de lettres et arts autour de ses travaux. Merci Vincent. Donc les étudiants de première année de lettres et arts ont composé dans le cadre de leur atelier d'écriture différents poèmes. C'est le Printemps des poètes qui les a inspirés et cette année le thème c'était l'ardeur. Donc c'est autour du thème de l'ardeur qu'ils ont pu composer d'abord des poèmes en acrostiche. Vous avez été accueillis à l'extérieur de la salle par un magnifique arbre, c'est un flamboyant, le flamboyant de l'ardeur, qui est poétique et écologique puisqu'il a été composé avec des matériaux recyclés et qui vous proposons des poèmes divers sur le thème de l'ardeur. Ils ont également composé des tautogrammes, donc des poèmes qui font résonner un maximum de fois le même son, toujours sur le thème de l'ardeur. Ces poèmes ont été enregistrés, ils sont audibles pour ceux qui le souhaitent. Ils sont parfois émouvants et souvent amusants. Ils ont également créé un dictionnardeur. Le dictionnardeur, c'est un fictionnaire, c'est-à-dire un dictionnaire qui propose des mots valises, des mots inventés, toujours sur le thème de l'ardeur, et qui ont, je crois, beaucoup fait rire les visiteurs de la bibliothèque, puisque l'exposition y était installée jusqu'alors. Et ils ont bien sûr réalisé, comme vous pouvez le voir, les calligrammes. Ils ont choisi un visuel, mais le reste est entièrement de leur création, puisqu'ils ont d'abord composé le texte du calligramme, qu'ils ont ensuite mis en forme, en couleur, de façon à faire visuellement éclater la poésie qui est la leur. Donc tout ceci a été réalisé dans le cadre du Printemps des poètes et ils se sont essayés à l'exercice de l'écriture avec plus de bonheur et d'ardeur qu'ils ne l'auraient cru au départ, je crois. Et nous sommes absolument ravis de pouvoir aujourd'hui rencontrer des poètes également et donc de pouvoir échanger avec eux sur le thème de la création littéraire. Bien, merci de votre accueil et on est heureux, donc moi-même Jean-Luc Bodinier, édition Happy Tahiti, ainsi que Hariro et Didier Alphen, de pouvoir intervenir dans dans la conclusion un peu de votre travail. Alors, la manière dont on voulait le présenter, je voulais vous présenter un tout petit peu les auteurs, parce que c'est toujours intéressant, au travers des auteurs que vous allez voir, de voir un peu leur parcours, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Pour cela, agrémenter ça d'un petit diaporama. Voilà, ça vous permettra toujours de resituer un auteur dans son contexte, et particulièrement pour ce qui est de la poésie, puisque c'est un genre littéraire qui est peu développé ou peu utilisé, surtout sur le territoire. Et donc, pourquoi des auteurs vont écrire ou vont donner quelques thèmes dans leur poésie, c'est ce qu'on aura l'occasion de discuter ensemble. Alors, pour vous parler un tout petit peu des auteurs, on va d'abord vous présenter donc Hariro, qui est ici, et donc vous le trouvez sur cette image. Alors voilà, j'ai pris quelques éléments de sa biographie que je vais vous lire parce que vous la retrouverez également sur Internet si besoin, mais ça permettra de mieux la connaître. Donc elle est née à Pirée, à Tahiti, donc elle est locale, d'un père français, d'une mère tahitienne. Son prénom français Stéphanie, elle l'utilise dans sa biographie, donc pour cette double connaissance ou vie qu'elle peut avoir. Elle a grandi en métropole de 76 en 90. Dès son plus jeune âge, elle commence à écrire et tient un journal. Et elle retourne donc occasionnellement à Tahiti pour retrouver sa grand-mère et son oncle et ses tantes. Elle obtient une licence d'anglais, s'inscrit au master lettres en civilisation britannique. Elle passe ses écrits de master et doit préparer un mémoire sur l'écrivain Daphné du Maurier, mais elle s'ennuie profondément et la vie lui pèse. Tahiti lui manque, elle éprouve le besoin de partir. C'est donc en 1996 qu'elle tombe sur une annonce où l'on recherche un professeur de français pour enseigner aux États-Unis. Elle passe l'entretien. Elle est sélectionnée pour enseigner à l'université Wichita, dans le Kansas. Elle y part le 17 août 1997.
sans savoir d'ailleurs qu'elle est enceinte. Et c'est dans une situation un peu difficile qu'elle se retrouve là-bas et qu'elle racontera d'ailleurs dans son roman Matamimi, bien pourquoi elle a aussi décidé de faire un avortement. Alors vivre aux États-Unis, néanmoins, a fait ressurgir en elle l'espoir d'un avenir différent et surtout ce désir d'écriture. Elle a croisé le chemin de femmes et d'hommes qui l'ont encouragée dans ce sens, et encouragée à écrire et qui lui ont redonné ainsi le goût à la vie. Notamment, elle cite Daniel Mitterrand, qu'elle a rencontré lors de la visite d'une communauté indienne. Et elle a été frappée par la douceur et l'amitié, l'humanité que manifestait cette femme, qui était l'épouse donc du président François Mitterrand. Elle décide alors de reprendre ses études avec le soutien de Marie-Thérèse Huxley, qui était une ancienne élève de l'université du Kansas. Et elle y obtient une bourse de teaching assistant. Elle passe son master en lettres françaises, puis obtient une bourse McCracken de 5 ans pour poursuivre ses études à New York, pour un doctorat. Et à New York, elle est ainsi dans des conditions idéales pour écrire. Alors elle écrit d'abord un premier ouvrage qui s'appelle « Je reviendrai à Tahiti », qui a été publié en 2005 chez l'Harmattan. Et en 2006, elle écrira donc Matamimi, qui est l'histoire, on raconte donc de ce déchirement, de cette décision difficile qu'elle avait dû prendre auparavant. De retour ainsi sur Tahiti, elle va continuer à donc enseigner, puisqu'elle est enseignante, et continuer ce désir d'écrire. Et récemment, vous avez certainement vu cette publication qui a été publiée en 2017, qui est le récit Le Païen. Alors Le Païen, ça retrace la vie de Sonny Moanaura Walker, qui est un personnage connu sur le territoire, qui est défenseur et une figure importante du paysage culturel polynésien. Alors maintenant, pour la poésie, on va dire qu'elle est attirée par la simplicité des mots. Et on peut dire la résonance que certains mots, certains termes peuvent avoir dans le double langage français et tahitien. Et le recueil de poèmes dont on parlera, il y a souvent ce mélange de mots français ou de mots tahitiens qui vont dans une même phrase, comme on parle ici en fait, comme on a souvent l'occasion de s'exprimer ici. Alors vous trouverez aussi sur son blog bien des textes qu'elle écrit, des poèmes, alors de la prose poétique ou des poèmes en prose, souvent comment vous voulez l'appeler. Et une partie de ceci, donc c'est ce que nous avons présenté dans ce dernier ouvrage, qui s'appelle Faoromei, qui est une expression, on va dire, d'un parcours intime où elle se dévoile, où elle parle de certains de ses événements, de ses perspectives personnelles et des mots mis en scène. Et je suis sûr que vous apprécierez en découvrant et en parlant avec elle bien cet univers poétique de Hariro. Alors il y avait une deuxième invitée qui devait venir, qui était donc Ray Chaz, mais qui finalement donc n'a pas pu se déplacer cet après-midi. Je vais quand même vous parler un tout petit peu d'elle. Alors là, c'est l'intérieur du recueil de poèmes de Hariro, et vous verrez que, à travers des deux recueils qu'on présente aujourd'hui, on s'est efforcé de présenter, d'associer un texte, un peu comme vous l'avez fait vous-même, avec une illustration ou une image. Parce qu'on a trouvé que le fait d'associer des peintures ou des photos ou des dessins avec un texte permettait d'y donner quelquefois un relief différent. Alors pour parler maintenant de Ray Chaz, Ray Chaz est connue aussi comme écrivain, poète. Elle a eu l'occasion, elle est née à Tahiti, elle aussi, de parents métis polynésiens. Et après des études au lycée Paul Gauguin, elle part aux États-Unis, où elle a poursuivi aussi des études universitaires. Elle y vit une dizaine d'années, il travaille en tant que photographe de mode, mais là aussi, l'appel des îles se fait pressant, le désir de revenir vivre à Tahiti est très fort. Elle reviendra et elle fera la connaissance de Henri Hiro, vous connaissez tous, qui est donc un poète, dramaturge, on va dire chantre du renouveau de la culture polynésienne tel qu'il est présenté, mais également activiste, antinucléaire ou indépendantiste. Voilà, donc il y avait des facettes et des différentes cordes à son arc sur ce côté-là. Et donc elle va s'engager à ses côtés également dans des activités mouvements activistes. Et elle publiera alors son premier roman qui s'appelle Veille, La rivière au ciel sans nuages, qui a été publié en 1990 et qui a été réédité donc en 2013, où là elle parle un peu de son enfance et de les débuts de sa vie à Tahiti. Elle travaille en tant que journaliste au quotidien Les Nouvelles, elle travaille également comme journaliste sur la radio Tereo Tefana, et elle publiera des recueils de poésie. Les deux premiers recueils de poésie sont Toriri et Ite Reira, qui sont plusieurs donc, nouvelles et poèmes qui se basent à Tahiti et à Hawaï. Elle participe aussi à plusieurs ouvrages collectifs et elle est parmi les fondatrices de l'association des auteurs polynésiens que vous connaissez, qui est Litera Mahoi, où elle est parmi avec Flora de Vatine et d'autres participants, Jimmy Lee, Chantal Spitz, voilà, où elle participe à l'écriture de textes avec eux. Elle publia également Avant la saison des pluies,
qui est un roman qui fait participer le lecteur à la vie des îles et au fur et à mesure de ce voyage dans les îles, eh bien, ça permet de revoir ou de raconter l'histoire de Tahiti vue non pas dans l'histoire avec un grand H, mais l'histoire comme un enfant ou une jeune femme peut le vivre quelquefois. Et elle va commencer ensuite l'écriture de livres pour enfants, les contes imaginaires de Tahiti, qui, donc sur la base d'éléments légendaires de culture maori, bien, va reprendre des petites histoires qui vont souvent adresser aux enfants, donc essayer de donner, non pas une morale, puisque ce terme est un peu fort, mais peut-être une leçon. Et l'idée de cette collection était également d'associer au travers du texte la présentation de certains illustrateurs ou de dessinateurs. Alors certains sont plus connus, comme Teina. Quelquefois, c'était des jeunes illustrateurs qui ont eu l'occasion ainsi de pouvoir montrer leur travail et leur progrès artistique au travers de ces petits recueils de poésie, de littérature. Par la suite, elle va publier donc le texte que l'on voulait présenter, qui est Les Amants et la mer, qui est là aussi un recueil de poésie, de poèmes, bien sûr tourné autour de l'amour, mais aussi de la mer, qui est un des thèmes favoris de Ray. Et également au travers de ce recueil, c'était le même principe. On essayait d'associer une illustration, un dessin, avec un texte poétique ou une présentation différente. Alors, certains puristes diraient qu'un texte poétique se doit d'être dénué de toute fioriture pour que la beauté des textes ou des mots puisse être mise en évidence. Ce qu'on a pu remarquer, et peut-être vous nous direz le contraire dans vos questions, c'est qu'ici, sur Tahiti, quelquefois, pour permettre d'avoir une approche de la lecture, d'aller un peu plus facilement vers le texte, il y a quelquefois des supports autres, qui soient audio dans certains cas, mais dans ce cas-là, des supports visuels, des images, permettaient d'introduire ou d'aller vers ce texte. Donc ce sont un peu les textes que présentait Ray. Alors pour décrire ces textes, elle dit c'est une succession d'histoires d'amour racontées au fil des instants, des époux, des amants et l'omniprésence de la mer, cet océan avec lequel les amants ne font qu'un. Alors puisqu'on parle d'océan, ça me fait un lien facile avec Didier Alphen, qui est notre troisième auteur. Alors lui, il est un petit peu intimidé parce que c'est son tout premier titre et c'est sa première intervention en tant qu'auteur. Il n'a jamais publié auparavant. Parce que Didier, c'est d'abord un navigateur. C'est un poète et un marin. Alors, si vous le recherchez sur Internet, d'ailleurs, vous verrez qu'il est souvent appelé Captain Didier Alphen, parce qu'il est actuellement skipper et il continue à exercer cette activité. Alors, dans son activité, bien, il est partenaire, par exemple, où il organise ce qu'on appelle des séances avec les grands amateurs de fly fish, la pêche à la mouche. Et donc, ça lui permet de naviguer entre Raiatea et les Tuamotu. Et il y côtoie aussi bien des grands milliardaires férus de pêche que des personnages, on va dire, semblables à ces vieux loups de mer que l'on retrouve aussi dans les romans de Jack London. Alors tout cet univers, toutes ces rencontres, lui ont inspiré de brèves histoires. C'est des instantanés, on va dire, en prose contemporaine, qui vont être présentés dans le livre que l'on présente aujourd'hui, que l'on sort aujourd'hui, qui est Fa'aro Te Moana, donc écoute l'océan, écoute les histoires de l'océan. Et là aussi, nous avons voulu l'associer, donc, dans cette présentation de ce texte, on a voulu l'associer avec des illustrations qui sont celles de Roland Marty. Alors, Roland Marty, c'est un marin aussi, mais c'est un artiste qui est à Raiatea et qui est connu, lui, pour une pratique artistique qui est le screenshot. Vous savez ce que c'est ? C'est la sculpture et le dessin sur les dents de cachalot. Voilà. Et donc, s'il a cette particularité, vous pourrez regarder sur Internet. Il va dessiner donc des miniatures avec beaucoup de précision. Et beaucoup de ces dessins, on a repris certains de ces dessins et ils ont été utilisés ainsi. Alors, si vous avez un désir de voyager un peu, on peut comparer cela. J'ai pris cette illustration, mais c'est vrai que c'est ce à quoi fait penser son texte. On pourrait penser avec ces vieux hublots de marine, vous voyez, qui permettent, lorsqu'on les ouvre, d'avoir un peu l'air du large, l'air frais, l'air marin. Mais quand il y a une tempête ou un ouragan, on le ferme et on se sent bien à l'abri à l'intérieur. Bien, quelquefois, le regard que l'on peut avoir au travers de ces textes, c'est la même image. Ça vous permet de prendre la mer sans trop de risques et d'avoir un peu une vision poétique de tout ce que peut apporter la mer et les histoires liées à la mer. Alors, je ne voulais pas terminer sans vous parler d'un autre personnage qui n'est pas là, qu'il est un petit peu âgé, mais c'est un auteur, je ne sais pas si vous le connaissez, Pierre Dargelos, qui est retraité de l'éducation, qui est ancien inspecteur de l'éducation nationale et qui est un poète reconnu parce qu'il a publié déjà de nombreux poèmes en métropole et il a été récompensé notamment par des prix assez célèbres dans le domaine de la poésie, Encre Vive ou Antonin Artaud par exemple, et qui vient de publier donc il y a quelques semaines
ce qu'il considère comme son testament littéraire, le dernier recueil de poésie qu'il écrit puisqu'il est malade. Et cet orée du mystère où il parle non seulement de ses souvenirs ou de ses expériences de la vie, mais en poème de ce qu'il pourrait envisager pour une vie future. Voilà, donc c'était quelques-uns des textes et qui, je l'espère, vous donneront envie de pouvoir lire, de pouvoir découvrir un peu au travers de ces différents regards d'autres univers ou d'autres façons d'écrire. Voilà, donc c'était une petite présentation un peu des auteurs. Maintenant, l'idée, c'est de vous donner la parole et de donner la parole aux auteurs. Donc, je leur laisserai maintenant la place de eux-mêmes rajouter ou compléter ce que je n'ai pas pu dire et parler peut-être de leur texte ou de leur motivation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, à lever le doigt. Je relayerai vos questions en haute voix pour qu'elles puissent être enregistrées. Donc, vous parlez, c'est moi qui répéterai la question, donc ne vous inquiétez pas si vous m'entendez répéter à chaque fois. Mais ça sera pour que ça puisse être enregistré sur le Facebook. Je vous laisse la parole. Oui, là vous m'entendez ou pas? Ça enregistre directement, donc même si la salle ne t'entend pas, ça enregistre sur le réseau. Bon, tout d'abord, je voulais remercier Jean-Luc Baudinier, mon éditeur ici présent, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu mon parcours de cette façon. J'ai eu des flashbacks, là, d'un seul coup. Alors, merci, parce que tu as bien retracé mon parcours. Et puis, je vous remercie de votre invitation aujourd'hui. Pour moi, c'est une première aussi. C'est la première fois que j'assiste à ce type de conférence. Je ne sais pas si vous avez... je dois me présenter. Bon, il a déjà fait la présentation. Aujourd'hui, je suis ici pour mon quatrième ouvrage, Fa'a Oromei. Donc, le titre, c'est un mot polynésien, un mot tahitien. Et la raison pour laquelle cet ouvrage porte ce titre, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent français qui me convenait à ce mot. Qui convenait à ce mot. Donc j'ai laissé le titre tel quel. Cet ouvrage recueille des textes poétiques, des proses poétiques et des poèmes qui ont été écrits entre 2006 et 2016, donc sur une période de 10 ans. Et je le qualifierais comme l'ouvrage le plus biographique que j'ai écrit. C'est-à-dire que cet ouvrage est une forme de biographie, d'autobiographie. Il représente des moments de vie, des moments de vie vécus avec ma tribu. Ma tribu, c'est les gens qui m'entourent. D'accord, et des moments de vie intimes aussi que j'ai vécu entre 2006 et 2016. Voilà. Et la dernière chose que je peux dire, c'est que ça a été, pour moi, c'est exceptionnel qu'il sorte aujourd'hui grâce à Jean-Luc Baudinier, parce que c'est très difficile de sortir des poèmes, de faire publier des poèmes. De nos jours, la poésie se vend très peu. Et donc, c'est difficile pour un écrivain de faire vendre ses écrits poétiques. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire à présent. Si vous avez des questions, je répondrai ensuite. Bonjour à tous. Je crois que ça va être beaucoup plus simple avec moi. D'abord, je suis très ému parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes en face de moi. Je n'ai pas l'habitude d'avoir autant de regards. Je suis plus souvent de ce côté-là que de ce côté-là. Enfin bon, on va faire avec. Donc moi, c'est très simple. Si on peut appeler ça la poésie m'est venue comme ça. Ça fait quand même une quinzaine d'années. Puis j'avais mis plein de textes de côté. J'ai accumulé. Puis un jour, j'ai commencé à les trier. Je parle assez fort. Oui. Ouais. J'ai commencé à les trier et puis j'ai rencontré Baudinier qui m'a aidé et qui m'a publié, qui est en train de me publier. Voilà, je me retrouve de l'autre côté, écrivain.
surtout de ma part un grand plaisir d'écrire. Si vous avez l'occasion de lire mes textes, j'espère que vous apprécierez. Ce sont des textes très simples, c'est en fait des images que je transcris par écrit. Si vous avez l'occasion de lire, j'espère que vous apprécierez. Voilà. Ben, on espère qu'ils auront l'occasion de lire, c'est le but. Hein. Peut-être on va faire circuler quelques livres parmi vous, ça vous donnera une idée. Ouais, ok. 4, 5, 70. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire passer les livres de nos deux écrivains qui sont ici présents. On va vous laisser peut-être les feuilleter. Peut-être que vous-même, vous pouvez nous aiguiller vers des poèmes qui vous ont touché plus que d'autres, que vous trouvez majeurs au centre de la composition de l'ouvrage. Et comme ça, on pourra vous faire participer. Et je suis sûr que nous avons des volontaires qui voudront lire à haute voix des textes, peut-être. Ça va nous permettre de rendre la rencontre plus vivante et de déguster les mots qui sont sur le papier. Parce que le but de la poésie, c'est aussi de la lire. Est-ce que peut-être en attendant, il y a quelques questions que vous aimeriez poser, ou soit aux auteurs, soit à moi-même, le temps que les livres vous soient distribués? Donc là, vous avez les ouvrages sous les yeux. On a commencé le recueil Fa'aurumei avec un poème qui en fait porte le titre de ce qui devrait être un roman plus tard. En fait, ça s'intitule Mafatu Boum Boum. Et c'est une longue histoire, Mafatu Boum Boum. Donc là, dans ce poème, je l'ai écrit par amour, bien sûr. Vous voyez la photo qu'il y a là, c'est le lac Vahiria. Et Mafatu Boum Boum, en fait, Mafatu, le cœur. Quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai demandé comment est-ce qu'on dit cœur. Il m'a dit Mafatu. Et puis je lui ai dit alors Mafatu Boum Boum. Et voilà, donc c'est un truc entre nous deux. Et puis on a même ça sur nos alliances. Et en fait, le jour où je l'ai rencontré, ma vie a changé. Donc voilà, j'ai écrit ce poème. Et normalement, si tout va bien, si je peux, Mafatu Boum Boum sera un roman plus tard. Donc c'est aussi une ode à mon pays. Voilà. Parce que tout ce qui m'inspire dans l'écriture, ce sont les gens de mon pays, c'est mon pays, c'est ce paysage qui ne bouge pas à certains endroits et qui est témoin, si vous voulez, des ancêtres. Le lac Vahiria a probablement beaucoup changé en 200 ans, mais
il garde quand même des traits de sa jeunesse, on va dire. Est-ce que je suis censée lire un extrait ou pas? Si tu peux, oui. On peut lire ensemble. Vous voulez que je lise à votre place? Alors on y va. Donc c'est au cœur de mon pays que le miroir de l'eau vaut tous les miroirs d'encre. Et c'est ainsi que nous pouvons nous glorifier d'être nés ici et non pas ailleurs. Il faut du temps pour percer la brousse, pour creuser le chemin qui mène à son cœur. Et la souffrance subite par chacun est rapidement noyée sous la couche huileuse du lac vert. Les douleurs du passé ne sont que si peu de choses, car au bout du chemin, je retrouve mon pays et son cœur élargi m'embrasse tout entière. Ce cliché me rappelle que Tahiti a un cœur qui palpite tout au fond. C'est là que je me réfugierai pour te retrouver enfin et voir glisser sur cette eau notre infime destin. Ensemble, nous sommes les enfants de cette île et rien ne nous déracinera de la terre à laquelle nous appartenons. Pas de cocotiers, ni de grains de sable qui frétillent, sous la plante épaisse de ton pied brun ou de mon petit talon, mais de la terre humide et riche qui retient en son sol des milliards de petits secrets et où nos âmes se recouvrent d'une toile de verdure mélangée. Mafatu Boum Boum, c'est au cœur de mon pays que le miroir de l'eau vaut tous les miroirs d'encre. Et c'est ainsi que nous pouvons nous glorifier d'être nés ici et non pas ailleurs. Donc, si vous avez des questions, sur ce poème, allez-y. Qu'est-ce qu'il vous inspire Alors moi, ce qui m'a intéressée, merci beaucoup pour cette lecture, c'est quand même important, je trouve, d'entendre les auteurs lire leur propre poésie. C'est une chose de la lire dans notre tête, c'est une chose, nous, en tant que lecteurs, de la lire à haute voix, mais ça prend encore une autre dimension quand c'est l'auteur lui-même qui le lit, donc merci. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je trouve ça très intéressant et j'aimerais bien me reparler du titre. Je trouve ça très intéressant, ce mélange entre tahitien, entre interjections. Voilà, ça fait un titre dont on se rappellera. Et je me tourne vers les étudiants parce que je fais un pont avec l'exposition sur le printemps des poètes. On a certains étudiants qui nous ont dit que, voilà, moi, jusqu'à travailler sur cette exposition, jusqu'à écrire des poèmes, je ne m'en pensais pas capable. Et puis, voilà, aujourd'hui, avec tout ce travail qu'ils ont mené pendant un mois, voilà, ça leur a ouvert une porte et ils se rendent compte qu'ils sont aussi capables d'écrire des poèmes et avec les mots du quotidien, avec des mots intimes, avec des expressions, des clins d'œil, des choses comme ça, c'est tout à fait incarné. Donc merci. Voilà, après, si certains étudiants veulent réagir aussi. Voilà. Juste une question par à toi, Arido. Quel est ton rapport par rapport à la langue, toi en tant que créateur, créatrice? à la langue Tahitien. tahitienne? Très bien. Alors, Il faut attendre le micro. On va attendre le micro.
ça va peut-être sembler bateau, hein, ce que je vais dire, mais c'est un rapport, le rapport du manque. Voilà. Donc, c'est la difficulté. C'est comme si je me sentais un petit peu handicapée. Comme si j'étais voilà, une handicapée de la langue, en fait. La langue française, c'est une très belle langue. Je pense en français. À une époque de ma vie, je pensais en anglais, parce que j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Mais la langue tahitienne, pour moi, c'est une langue secrète, c'est une langue de la métaphore. Ma maman parle le tahitien et ça change tout. Et dans mes recherches, par exemple, je fais des recherches sur Vaima. Les textes sont en tahitien et pour moi, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui accepte de me traduire les textes ou me dévoiler les secrets de la langue. Maintenant, mon prénom tahitien, j'insiste à le porter en tant qu'écrivaine parce que c'est mon seul héritage. C'est mon arrière-grand-mère qui me l'a donné. Et je ne savais pas vraiment ce que ça signifiait, Arirau. C'est Jean-Marc Pombrin qui m'a donné une définition, mais pendant longtemps, je me suis imaginé des significations. Donc pour moi, la langue tahitienne, c'est quelque chose qui me manque. Et bizarrement, j'ai essayé de l'apprendre et toute seule, c'est difficile. Et puis souvent, on se moque un petit peu, voilà. Bon, mais je pense que un jour, je pourrai parler cette langue. Hein. Il faudra que je prenne le temps de me concentrer dessus. Pour moi, c'est une langue, c'est essentiel qu'elle vive. Et c'est pour ça que malgré cet handicap que j'ai, j'utilise des mots tahitiens dans mes textes. Je m'accroche à ce que j'ai. Tu vois ? Voilà. Que signifie le titre? Alors, Fa'a Oromei, alors c'est par exemple, il y en a ici qui peuvent donner une définition exacte. Alors, je n'ai pas de mot exact pour te dire, mais c'est par exemple quand tu subis quelque chose, voilà. Quand quelqu'un se comporte mal avec toi, ou quand ta vie est difficile, tu encaisses, tu dis rien. Fa'a Oromei, c'est tu fais tout pour ne pas ressembler à ton ennemi, tu vois. Par exemple, ça nous concerne tous. Fa'a Oromei, c'est à la fois de la patience et de l'endurance. C'est une force de caractère. C'est-à-dire que tu es dans la difficulté, dans l'épreuve, mais tu résistes, tu vois, tu craques pas, quoi. C'est ça le Fa'a Oromei. Et donc, je n'ai pas trouvé vraiment de mots qui correspondaient à la richesse de ce mot. Donc, voilà. Donc, à côté, tu as le titre français, Les graines de nos vies. Bon, il n'apparaît pas sur la couverture. Bon, les graines de nos vies, c'est parce que les graines, il y avait un jeu de mots avec égrener, comme égrener un chapelet. Et puis, à la fin du recueil, j'ai écrit un conte poétique dans lequel il y a des psaumes. Et donc, j'ai Fa'a Oromei, ce recueil poétique, égrène des poèmes, si tu veux, des moments de vie. Voilà. Oui. Et en fait, tu es passé par cette étape pour arriver à écrire ces poèmes. En fait, le Fa'a Oromei, si j'ai bien prononcé, j'ai eu pendant des années, je l'ai mal prononcé, ça va? Pendant des années, j'ai eu ce sentiment. Depuis que je suis revenue dans mon pays en 2005, j'ai eu des épreuves et à chaque fois, j'avais cette impression d'adversité constante et il fallait que je résiste et que j'aille au bout de ce que je devais faire.
Donc, comme c'est biographique, bon, ça raconte pas je suis née à tel endroit, patati patata, mais ce sont des poèmes d'instant. Voilà, c'est ce qui représentait plus l'ensemble. Voilà pourquoi j'ai donné ce titre. Tu parles beaucoup d'épreuves. Ce sont les épreuves qui t'ont permis d'écrire. Est-ce que tu penses qu'on peut écrire même si on n'en connaît pas? Est-ce que pour toi, ça aurait été possible d'écrire même sans ça, sans ces moteurs-là? Alors, absolument. Le premier Mafatou Boum Boum, c'est pas une épreuve, c'est l'amour, quoi. Hein. Donc, oui, bien sûr, tu as des poèmes à l'intérieur qui sont inspirés par des moments de pur bonheur. Donc, voilà. Ouais. D'où le terme les graines ou égrener, tu vois, comme un chapelet, comment dire, c'est cyclique, ça oscille entre l'endurance et puis les moments de bonheur. Pour vous, Didier, quel est votre le titre de Farah Mokomoana? D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au titre de Farah. J'en sais rien du tout. C'est un peu traduit, je ne sais pas si c'est la traduction exacte, mais Brèves histoires de l'océan. Je ne sais pas si on peut traduire ça. Voilà, l'idée est venue, en toute honnêteté, sur le premier texte que nous avons reçu et qu'on a étudié, c'est le texte de Harry Rowe. Et du coup, l'idée, ça a été de créer, un peu comme je vous disais tout à l'heure, pour essayer de rendre accessible les textes au plus grand nombre et d'attirer le plus grand nombre vers cette lecture, de commencer une sorte de thématique ou de collection. Voilà. Donc, sur la base de l'idée de Didier, qui parle de l'océan, et le premier titre qu'il nous avait proposé, c'était Les Brèves du skipper. Voilà, parce que c'est son métier, c'est ce qui lui venait à l'esprit dans le terme. Et c'est vrai que le terme histoire brève est moins explicite à Tahiti. On comprend moins ce sens-là. Donc j'ai essayé de trouver un terme qui soit en même temps un lien avec le premier volume, le texte de Halileo, et qui soit représentatif de ce qu'il allait dire dans le texte. Et donc c'est comme ça que naturellement, voilà, par la recherche des noms, est venu ce thème qui veut dire écouter l'océan, simplement. Écouter la mer, écouter l'océan. Donc voilà, ça a été la continuité. On a joué un peu sur la ressemblance entre les deux titres. Voilà. Et justement, le fait que l'éditeur puisse changer en fait votre titre, ça nous dit, enfin, ça je veux dire, ça diminue pas votre pensée, cette collaboration en fait avec l'édition. Alors je vais répéter la question en haute voix pour qu'elle soit entendue. Est-ce que le fait que l'éditeur ait changé le titre par rapport à ce que tu avais dit, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu as l'impression que ça n'a pas été changé tout seul, on a été en collaboration. Il n'a pas imposé un titre, ça s'est fait en collaboration et j'étais tout à fait d'accord avec ce titre qui est peut-être plus évocateur que Bref le skipper, qui est quand même un créneau peut-être plus limité, moins poétique peut-être. Oui. Mais les deux titres sont en tahitien. Est-ce que vous visez tous les deux particulièrement un public local? Et ne craignez-vous pas pour, je dirais, viser un lectorat plus large, que ça ne puisse constituer une forme d'obstacle? Je vais répondre, je vais être tout à fait clair. Je cherche pas le public ni quoi que ce soit. Je me fais plaisir. Et puis, si le public est content, tant mieux. Ce sera une grande récompense pour moi. Mais ce n'est pas ma première pensée. Ma première pensée, c'est d'avoir sélectionné quelques écrits, les avoir mis, grâce à Jean-Luc, les avoir mis sur papier. Pour moi, c'est un grand plaisir. Maintenant, si vous partagez mon plaisir, ce sera encore beaucoup mieux. Mais il n'y a
pas d'histoire d'augmenter l'audition. J'ai pas ça en tête. Et si je peux ajouter juste la notion de l'éditeur, parce que c'est vrai que voilà, notre volonté en tant que Happy Tahiti, on n'a pas une orientation qui est ici d'une maison d'édition très classique, qui est forcément de rentabiliser un titre. Parce que si je prenais l'expression qui est employée par beaucoup de maisons d'édition, la poésie n'est pas rentable. Donc pourquoi publier de la poésie? Et pourquoi nous on prend ce risque et on en est à notre 3e recueil localement, sachant que déjà dans un public de lecteurs assidus, la poésie a peu de chances d'être lue. Pourquoi à Tahiti on essaye? C'est justement parce qu'on y croit et on aimerait, et c'est pour ça qu'on fait cet effort aujourd'hui de venir et de discuter avec les étudiants, parce qu'on aimerait transmettre cette idée qu'il y a du texte à dire, il y a des mots à dire, il y a des choses à exprimer. Et c'est pour ça que la maison Happy Tahiti se veut plus dans l'idée d'un collectif d'auteurs qu'une maison d'édition classique. C'est-à-dire qu'on essaie de réunir plusieurs auteurs, on essaie de discuter ensemble et de voir, même si c'est un petit marché, bien, leur donner le moyen de s'exprimer et donner la chance peut-être à certains qui ne seraient pas allés vers un titre classique de pouvoir prendre le temps de le lire. Alors c'est pour ça que oui, on cible directement le public polynésien. Parce que qu'il soit polynésien de souche, d'adoption ou quelle que soit l'origine, ici on vit avec la dualité des langages. Donc les deux mots ont leur sens, les deux termes ont leur sens. Donc on essaie d'attirer l'oreille des deux côtés et de donner envie de lire. Voilà, c'est pour ça qu'on prend ce risque avec des titres comme ça. On sait bien qu'on ne va pas en diffuser 4000 exemplaires sur Tahiti, c'est impossible. Voilà. Mais si déjà on a une centaine de lecteurs qui le prennent, le livre est disponible sur Amazon par exemple. Donc sur Amazon, ça permet d'avoir des titres en tahitien qui apparaissent sur Amazon, qui seront disponibles, qui seront en version numérique également. Ils sont disponibles sur toutes les autres plateformes, ils seront sur les plateformes américaines, Barnes & Noble, etc. Voilà, l'idée c'est essayer de toucher d'autres lecteurs, mais prioritairement, c'est vous qu'on essaie de toucher en maniant et en mariant les deux langues. Oui? Est-ce que vous avez pensé à traduire le poème qui a l'intérieur? En tahitien? Recherche, traducteur, désespérément. Donc, vous êtes bienvenus si vous avez des idées de traduction. Je suis tout à fait preneur. Oui? Revenir sur le poème qui a été lu, est-ce que Mafato, quelle est la signification de ce mot pour l'auteur? Et est-ce la résidence de ce sentiment ou Alors, Donc pour moi, c'est Mafatou, mon cœur, boum boum, bat pour toi. Voilà, mon cœur bat pour toi. Mafatou, boum boum. Mafatou, le cœur, boum boum, le cœur en train de battre. J'entends les battements de ton cœur. C'est ça en fait. C'est ça la question? Donc Mafatou, boum boum, c'est quelque chose de... C'est un sentiment. non, le Mafato, pour moi, personnellement, c'est l'organe féminin. L'organe. Oui, l'organe. Oui. Pas à la place où réside. Les sentiments. L'organe pur, c'est ça? L'organe. Parce que pour moi, là où résident les sentiments, ce serait plus le AA. Et le Mafato serait. Alors c'est quoi le explique-moi un peu. Les entrailles, oui. Ouais. Les entrailles, c'est vraiment un centre puissant d'émotions et oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, pour Mafatou Boum Boum, c'est comme je l'ai raconté tout à l'heure. Hein, je venais de rencontrer mon époux. Et c'est là que je pense que je devais avoir mon oreille sur son torse. Et j'ai dit là, comment est-ce qu'on dit cœur? Et c'est là qu'il m'a dit Mafatou. Donc tu vois, c'était l'organe. Et après j'ai dit Mafatou boum boum, c'est-à-dire voilà, ton cœur bat, mon cœur bat. Et donc voilà, si tu veux, c'est pas... c'était ma façon de dire voilà,
mon cœur bat pour toi, ton cœur bat, je l'entends, le cœur de mon île, etc. Donc c'est vrai que toi, en tant que tahitianophone, pour toi, il y a une grande distinction. Voilà. Et moi, comme je viens de deux cultures, le cœur est associé à l'émotion, au sentiment aussi. Mais je suis tout à fait d'accord, les entrailles, c'est le centre de tout dans la culture tahitienne. Hein. C'est vrai. Moi j'ai une question qui s'adresse à tous les deux. Juste quand on parle de poésie, souvent on parle de modèles, de contre-modèles. Est-ce que vous avez des poètes qui vous ont inspiré ou pas du tout? Ou est-ce que vous n'avez pas baigné spécialement dans le milieu littéraire? Est-ce que vous vous êtes affranchi de règles que vous avez pu rencontrer lors de vos lectures ou au contraire qui ont été des modèles pour vous? Quel est votre rapport à la poésie peut-être plus académique ou plus scolaire et plus traditionnelle qu'on rencontre ou qu'on a rencontré souvent? Moi j'ai été un cancre toute ma jeunesse. Et puis un peu plus tard je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une lacune. Et que c'était un peu dommage d'avoir manqué de lire des livres. Donc j'essaie de rattraper le temps perdu maintenant, et je suis content. Par contre, j'ai aucun modèle. C'est vraiment l'inspiration brute. Et tout ce que j'écris, c'est vraiment sans modèle. Quant à moi, j'ai fait des études littéraires, donc forcément, je dirais pas que j'ai été influencée. Mais bon, quand j'étais à l'école, j'étais vraiment pas trop, j'étais pas attirée par les poèmes. Hein. Pour moi, mon écriture poétique, elle est inspirée par mes humeurs en fait. Il y a une grande différence entre ma Fatou Boum Boum et puis d'autres textes qui sont dans le recueil. Sinon, oui, j'ai fait des études littéraires, donc j'ai goûté un petit peu à tout, à Jacques Ottet, des poètes du XXe, etc. Mais je ne pense pas avoir été influencée. La seule chose qui m'influence dans l'écriture, c'est vraiment mon pays et les gens. Voilà. Une question aussi pour tous les deux. Est-ce que quand vous écrivez, vous vous imposez des règles ou c'est plutôt au fil de vos pensées? Est-ce que vous imposez des règles quand vous écrivez ou est-ce que c'est au fil de vos pensées? Oui, la seule règle que je puisse m'imposer, c'est d'essayer d'enlever tous les mots superflus dans une description, au lieu de partir dans des descriptions qui peuvent être très belles, mais c'est pas du tout mon style. Et j'essaye d'écumer tous les mots qui ne sont pas nécessaires. Alors je résume ça de manière très simple. Je vois une image et j'essaye de la mettre en écrit de manière très simple. Voilà. Également, pour moi, c'est instinctif. Hein. C'est-à-dire, je peux être dans la voiture, je suis en train de conduire, d'un seul coup, j'ai une phrase qui me vient. C'est le cas du poème Le but du jeu. Et là, je me souviens, ce jour-là, j'avais pas mon carnet, j'avais rien pour écrire. Alors j'étais dans la voiture et je répétais la phrase pour pas l'oublier, parce qu'il y a les courses à faire. Quand tu rentres à la maison, il y a plein de choses à faire. Donc j'étais dans la voiture, je répétais cette phrase pour pas que je l'oublie, etc. Et une fois que je suis rentrée à la maison, en fait, j'ai oublié de l'écrire. Et après, j'ai retravaillé. Mais c'était quoi? Donc, si tu veux, c'est de façon instinctive que j'écris. Et ça peut m'arriver, une phrase peut surgir à tout moment dans ma vie. Mais j'ai pas de règles spécifiques. Ce que je fais, c'est que j'écris mon poème quand je suis inspirée, quand il y a le truc, et puis je le laisse de côté. Et puis après, je le relis, et puis je me dis, ah non, ça va pas du tout,
c'est plat, c'est lourd. Et donc, soit je le modifie parce que je crois qu'il doit naître, soit je le laisse de côté et je l'oublie. Voilà. Mais j'ai pas de règles. Je suis pas faite pour les règles. J'ai du mal avec les règles. J'arrive pas à travailler quand il y a une règle à suivre. Voilà. Alors justement, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on le regarde ce poème et que tu nous le lises? Parce que si on le regarde, on voit que la typographie, la disposition est différente, très différente du premier poème. Est-ce que tu pourrais nous en faire ta lecture au son de ta voix, comment tu enchaînes les vers? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, la typographie correspond bien sûr à des pauses. Oui, bien Ok, sûr. hein. Ouais. Donc, je le lirai comme ça. Le but du jeu est de toujours rester en mouvement. Le but du jeu est de ne pas s'asseoir sur les genoux de Dame Tristesse pendant trop longtemps, de rebondir sur les inconvénients. Le but du jeu est de veiller à ne pas faire souffrir les gens qui nous feront du bien, car de façon inattendue, leur mémoire nous revient. Le but du jeu, mes chers enfants, est de pardonner les gens. L'aigreur est trop lourde pour les ailes d'un enfant. Le but du jeu est de gravir l'échelle du temps, sans porter dans votre sac les souffrances de vos ancêtres, ni les conflits de famille, de terre ou de pays. Le but du jeu est d'être vous-même, et non pas moi, ni votre père. Sachez que dans ce jeu, aucun destin ne vous emprisonne dans un gène ou un trait de caractère. Les écueils de la vie sont comme les barreaux d'une échelle qui gravit le temps. Le but du jeu, mes chers enfants, est d'être libre et de vivre librement. Donc en fait, ce poème-là, j'étais dans la voiture et puis je répétais la phrase à voix haute et je faisais ces pauses. Voilà. D'où l'importance d'avoir un carnet toujours avec soi. Voilà. En fait, je collectionne les carnets, mais je ne vais pas jusqu'au bout de mon carnet. À un moment, j'ai acheté un carnet par an, donc j'ai un carnet rouge, un carnet noir, et ils ne sont pas tous complets, quoi. Mais, voilà. Et c'était intéressant ce que tu disais sur le temps de pause aussi. On va pouvoir écrire à un moment d'inspiration, et puis il y a ce besoin de le laisser décanter, de le laisser reposer, presque il sorte justement de ta tête, le besoin d'écrire pour pouvoir l'extraire, mettre en forme et d'y revenir après. Donc c'est intéressant pour prendre du recul et se rendre compte de que tu le réalises, ce que tu veux garder, ce que tu veux changer. Voilà, c'est la même chose pour les romans, pour les manuscrits. On écrit, on met de côté et on relit. Et ce poème-là, il est particulier par rapport aux autres. C'est le seul que j'ai écrit à voix haute. Parce que je pense que tous les écrivains sont pareils. Enfin, de ce côté-là, on a une voix intérieure. Ma voix intérieure, c'est pas la même que moi. C'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Je veux dire, l'écrivain, il a une voix intérieure. Quand j'écris, des fois, après je lis, je dis, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Et mon dernier roman, Le Païen, des fois, il y a des passages, je me dis, waouh. Parce qu'en fait, quand on écrit, il y a une voix intérieure qui nous fait écrire, qui fait que c'est pas, on va pas appeler ça de la schizophrénie, c'est pas ça. Mais c'est, comment dire, il y a une autre personnalité, une personnalité intérieure, une voix intérieure qui écrit. Et ce poème-là, c'est le seul dans le recueil que j'ai écrit à voix haute. C'est le seul. Parce que j'avais pas de carnet. Et justement, alors, on a bien senti les pauses que tu as respectées quand tu as lu le poème. C'est toi, justement, au moment de l'édition, qui as souhaité qu'il y ait un alignement à gauche, au milieu, un peu plus à droite, pas toujours au même endroit. Comment s'est construit au niveau de l'écrit, justement, hein? Parce que tu dis que tu n'as pas de contraintes, mais là, il y en a quand même quelques-unes qui apparaissent.
comment tu as mis en forme le poème pour arriver à justement cette disposition-là? Je crois que je l'ai envoyé comme ça à mon éditeur, à Jean-Luc. Et pour la forme sur la page, bon, je pense que il y aurait eu une trahison du poème s'il avait fait des phrases comme ça, tu vois. Pour moi, il y aurait eu une trahison du texte. Là, la façon dont c'est présenté, bon, il y a une ambiguïté bien entre les écueils. Je crois que c'était au début ou à la fin, je sais plus. Mais pour moi, la contrainte, elle est peut-être pour l'éditeur, pas pour moi. Ici. On s'est un peu inspiré de ce que fait, je ne sais pas si vous connaissez la maison Doucet, qui est une des rares maisons d'édition de poésie qui persiste en France. Et où de plus en plus, l'idée, c'est de jouer avec le graphisme du texte autant qu'avec les mots. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, ça peut être avec succès ou avec... on peut se manquer aussi, dans certaines fois. Mais c'est vrai que c'était l'idée, aussi bien dans les deux textes, vous remarquez qu'il y a les titres qui peuvent partir dans d'autres sens, le texte peut partir avec du... On a voulu casser le standard un peu académique de la présentation du texte, voilà. Pour introduire aussi, c'est un peu cette nouvelle idée qu'il y a dans l'édition de poésie, pour que le lecteur puisse en fait le lire aussi à son sens, à son rythme. Vous avez peut-être vu certains poèmes, maintenant bon, personnellement je n'aime pas, donc je ne l'ai pas refait, mais c'est caractéristique. C'est un bloc carré de texte. Et je vois qu'ici, sur d'autres choses, vous avez fait des choses qui sont en présentation, qui sont totalement atypiques. Est-ce que c'est publiable ou pas? Est-ce que ça pourrait être un livre ou pas? Qui décide? Le lecteur. Celui qui va aimer, qui va peut-être découvrir, qui va peut-être lire le texte à l'envers et puis se dire après, non, finalement, j'aurais dû le lire dans ce sens-là. Il construit son image à partir du poème. Voilà, c'est un peu ce qu'on a voulu reproduire dans certains textes, au niveau graphique, ce que vous faites aussi dans certaines présentations. On a cassé certaines règles. Voilà, c'est vrai que c'est pas très académique dans certaines présentations. On y est allé. On est parti. Dis, tu veux pas nous lire un poème, toi? Il y en a justement un là que j'ai bien aimé, qui s'appelle La Langue. Oui. Colle bien avec le débat du moment, justement. Il est à la fin. Est-ce qu'il y a assez de livres de Didier? Oui, c'est bon? Ou est-ce qu'il y en a qui en veulent? Il y en a quelques autres là-bas, ouais. Alors vous prenez vers la fin de l'ouvrage celui qui s'appelle La Langue. J'aime jouer avec la langue, il me plaît de la goûter, la savourer, m'en délecter. Parfois c'est doux, parfois ça pique. Si la moutarde me monte au nez, on la roule, on la chante, on la roucoule. Elle peut être bienveillante, elle peut être perfide. Elle se pousse un peu du col, à l'occasion elle est hautaine. Ou bien elle serre un peu des dents, elle persifle, elle est vulgaire. Une langue saine dans une bouche saine, la parfaite harmonie. Les yeux fermés pour ne pas les brûler. La flamme trop grosse rallume le mégot trop petit. Les lèvres mouillées se pincent pour éviter les fuites. Et quand tout se relâche, l'œil s'ouvre à nouveau, humide et vitreux. La fumée s'en va par le nez, par la bouche et presque par les doigts. C'est ce qu'on appelle tirer une taffe. Moi, je peux vous en lire plein. Une coque, un capitaine, deux coques, deux capitaines, trois coques, trois capitaines. Petits bateaux, grands bateaux, ce sont tous des pachas. De beaux raconteurs d'histoires. On écoute, les écoutilles ouvertes et toute voile dehors.
illustrations viennent après, dans le recueil, au moment de la publication, ou est-ce que parfois ça a été pensé avec l'image? Est-ce que parfois c'est l'image qui a inspiré le poème, ou pas du tout? Alors sur Ario, elle avait déjà les images associées avec le texte. Elle avait déjà pensé. Après, on a retravaillé un tout petit peu certaines choses, mais pour elle, son travail était vraiment associé dans l'image et le texte. Elle en parlera encore. Pour Didier, ça a été le texte. Et après, on a travaillé ensemble, on a cherché ensemble, on a fait appel à plusieurs illustrateurs, plusieurs styles de dessin, jusqu'à ce qu'on trouve Roland Marty qui, dans le cadre, avait un panel d'illustrations qui cadrait le mieux, quoi, hein. Oui, puis Roland Marty est un navigateur aussi. On a un petit peu la même sensibilité. Dans les gestes de ses illustrations, ça me correspondait tout à fait. Alors justement, Marie, est-ce que tu pourrais nous dire, dans l'exercice qui a consisté pour les étudiants à écrire ces poèmes, est-ce qu'ils ont cherché l'illustration en premier? Comment ça s'est passé en fait? Si vous pouvez nous résumer un petit peu, nous expliquer l'exercice. Ce serait intéressant aussi de savoir comment vous êtes parvenu à faire ce travail-là. Est-ce que l'un de vous veut l'expliquer justement, l'un des participants, comment on a fait? Bien, donc les étudiants ont d'abord choisi l'illustration. Ça, c'était la première étape, avant même de penser à la composition et à la création du texte et ensuite à sa mise en page. Il y a d'abord eu la recherche d'illustration, mais une recherche d'illustration guidée par l'idée qu'ensuite, il fallait que cette image puisse devenir un calligramme. Donc le thème étant celui de l'ardeur, on a essayé de faire émerger des mots et ça a été rapidement la passion, la fougue, le rouge, l'or, le feu et toute cette déclinaison-là. Et donc c'est à partir de cela qu'ils ont choisi leurs propres illustrations, pour la plupart étant d'ailleurs dans des camailleux de rouge, or et feu, certaines sont un peu différentes. Les illustrations ont toutes été choisies, l'une a été créée, c'est ce dessin-là, qui a du coup été fait par les étudiantes elles-mêmes, parce que justement, elles n'avaient pas trouvé exactement ce qu'elles cherchaient, mais qu'elles avaient une idée très précise de la création qu'il fallait faire aboutir. Donc elles ont choisi de faire émerger cette femme flamme, pourrait-on dire, dans ce dessin. Mais pour les autres, il s'agit pour l'essentiel de photos ou de créations qui ont été glanées, qui ont parfois été échangées d'ailleurs. Une étudiante a pu trouver 3 illustrations et puis du coup en atelier on les a fait circuler et puis un binôme aura dit nous on va prendre celui-ci et donc se l'approprie. Et ensuite seulement on est passé à la deuxième étape qui est celle de l'écriture et à la dernière étape, et non la moindre, qui est la mise en forme, l'ajustement, les caractères, la taille, le type de caractère, les couleurs sans couleur, la forme et toute cette réflexion autour des mots pour travailler sur le visuel, sur la création et le visuel. Donc ça s'est fait généralement en binôme, en plusieurs étapes, on a beaucoup parlé avec les étudiants du fait de se lancer et puis d'attendre un peu, de laisser décanter, de ne plus trop y penser même, et puis d'y revenir. Et donc ce que tu as dit fait vraiment écho à des réflexions qu'on a pu avoir sur le processus de création. Et justement, j'ai une question pour le marin que tu es. Je suis très curieuse de savoir comment tu crées. Est-ce que c'est en pleine activité, cheveux au vent, et que tout à coup les mots te viennent, que ta voix intérieure, ou bien est-ce qu'il faut que tu te poses, par exemple le soir, après l'effort, et comment ça se passe? C'est en permanence, que je sois dans une pièce ou sur un pont de bateau. C'est en permanence. Dès que j'ai une sensibilité qui apparaît, je la mets sur papier. Par exemple, une jolie dame comme vous avec une fleur, je peux faire 10 lignes là-dessus. Allons-y. Non, mais c'est un peu de temps quand même, mais j'ai vraiment aucune règle. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça peut être à tout moment. Et moi aussi, j'ai un petit carnet. Et dès que j'ai cette espèce de chose intérieure, je le mets tout de suite sur écrit. Je le laisse décanter. Après, je raille peut-être les 2 tiers. J'en refais autre chose. Jusqu'à arriver à quelque chose qui me plaît. J'écris depuis, ça fait 22, 23, 24 ans que j'écris. Donc j'avais une
comme ça, qui était incomplète. J'étais assez content de reprendre ces écrits et de les remettre à mon goût du jour. Il n'y a vraiment qu'une règle. Ça peut être dans un couloir, dans un sous-sol, sur un bateau. Toutes les circonstances sont bonnes, et que ce soit un personnage ou un objet, tout est bon. On dit en brésilien, tout au bon. Alors, je vais répéter la question pour qu'elle soit enregistrée. Donc, elle disait, cette jeune fille, quand elle pense à des récits de marins, elle pense plutôt à des romans ou des récits de voyage ou autres. Et du coup, j'ai oublié la suite. Voilà, est-ce que tu n'as jamais pensé à ce que ça prenne plus d'une page, plutôt que de rester sur des brèves histoires? Exact. C'est une question intéressante. C'est assez compliqué en fait. J'aime beaucoup les brèves. J'aime beaucoup je ne sais plus comment ça s'appelle en japonais, là, ces poèmes à 3 lignes, hein, qui sont souvent mal traduits. Mais enfin, je reste un peu dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que je suis tenté de faire une chose totalement différente. Ça serait, alors je ne sais pas encore comment, mais ça serait, comme j'ai une vie un peu, pas hors norme, mais disons un peu originale, j'ai envie je ne veux pas tomber non plus dans le contemplatif, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais avec le même état d'esprit assez court et toujours un peu avec humour, peut-être raconter un peu tout ça. Alors c'est vrai que ça ferait des brèves un peu rallongées et peut-être un livre entier. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore manipuler cette chose-là, mais j'y pense fortement. Voilà. Mais toujours en restant très bref, essayer de montrer des images, un peu d'humour, surtout pas se prendre au sérieux. Je ne suis pas intellectuel, peut-être malheureusement, mais je fais avec ce que j'ai et en tous les cas, ce que je fais est ressenti très très fortement. C'est le principal pour moi. J'espère le faire ressentir aux gens. Est-ce que vous avez reçu des critiques négatives sur vos œuvres? Je parle évidemment pour toi. Oui. Alors, oui. Oui. C'est surtout mes 2 premiers romans. Alors, Je reviendrai à Tahiti, je l'ai écrit en septembre 2005. Enfin, il est sorti en septembre 2005, c'était mon premier roman. Et je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition et c'est l'Harmattan qui l'a publié. Et donc, c'est sorti ici, à Tahiti. Et j'ai eu des critiques, mais c'était par rapport à mon nom. Et j'en ai beaucoup souffert. Parce que, en fait, j'étais pas acceptée. Il y avait des personnes qui n'acceptaient pas que je sorte mon livre sous mon prénom Ariro. Et j'ai beaucoup souffert de ça parce que il y avait vraiment des méchancetés. C'était du racisme, mais c'est pas ça qui me faisait mal. Ce qui me faisait mal, c'était que des gens de mon pays me considèrent comme une étrangère. Et mon livre a été très mal interprété et donc pour moi ça a été difficile, mais heureusement que j'avais écrit Matamimi avant, parce que je pense que si j'avais pas écrit Matamimi avant, j'aurais pas été capable de le sortir. Donc j'avais envoyé le manuscrit Matamimi à une maison d'édition avant, qui avait prévu de le sortir en avril 2006.
Et quand Matamimi est sorti en avril 2006, là aussi j'ai eu de vives critiques sur l'avortement, ces choses-là, et les gens n'ont pas compris du tout, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes n'ont pas compris mon livre. Donc c'était très 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 dur pour moi, parce que c'était, j'avais le sentiment de pas être, d'être une étrangère ici. Et comme toute ma vie, quand j'ai grandi, j'ai toujours grandi avec le regard de ma mère sur un pays qu'elle aimait, et donc tout ce qu'est ma mère, tout ce qu'elle représente, c'est ce pays. Et donc pour moi, ça a été très dur. Les critiques méchantes sur les réseaux sociaux, etc. Donc quand le païen est sorti, là, j'étais très très angoissée. J'avais peur encore qu'on me fasse des réflexions et tout ça, mais ça s'est bien passé. Donc avec le temps, voilà, peut-être qu'on m'a accepté un peu plus, mais ça m'a pas empêché d'écrire. Mais tu vois, il y a une grande distance entre 2006 et le païen qui est sorti en 2017. Il y a quand même 11 ans. Mais quand la critique est constructive, ça va. Tu vois, mais quand c'est quelque chose de virulent, sur laquelle tu ne peux pas vraiment te défendre. Par exemple, je ne peux pas me défendre si on me dit tu n'es pas tahitienne. Parce que regarde-moi. Donc, mais pourtant je suis tahitienne. Je suis née ici, je peux te dire ma généalogie, mes enfants portent des prénoms tahitiens, ma maman aussi, mais quand c'est comme ça, c'est difficile. T'as pas... Et on s'éloigne du sujet, on s'éloigne du livre. Ce qui fait qu'avec les attaques, si tu veux, les gens, ils n'ont pas vraiment parlé des personnages de mon livre. Ce qui est rassurant à côté, ce sont les gens que tu ne connais pas, et puis qui t'envoient un petit mot, et des personnes que je ne connais pas, qui m'ont envoyé un petit mot, qui m'ont dit, voilà, j'ai lu Matamimi, ça m'a touchée, etc. Là, voilà, tu sais pourquoi tu écris, c'est qu'il y a une réaction. Mais en tout cas, quand j'écris voilà, sans rien attendre en retour. Donc que les gens acceptent ou n'acceptent pas, c'est pas grave, j'ai quand même écrit, tu vois. De toute façon, c'est comme ça, c'est mon destin. C'est écrit, je dois écrire, c'est tout. Quoi qu'il arrive, j'écrirai. Même si ça sort pas, j'écrirai. C'est comme ça. Ok. Et puis, est-ce que pour toi, il y a eu du progrès entre votre premier rêve et la dernière? Ah oui. Tu vois, il y a une évolution. Dans Je reviendrai à Tahiti, tu vois un petit peu la fille qui se cherche dans l'écriture. Parce que tu as des moments où c'est vraiment bien, les phrases sont vraiment bien travaillées, puis tu as des moments où le style est lourd. Et tu vois, mais il y a quelque chose, mais tu vois en fait, que j'avais envoyé ce manuscrit un peu partout, et Gallimard m'avait répondu. Et dans leur lettre, ils avaient dit on estime qu'il y a quelque chose dans votre roman, mais on pense que vous n'êtes pas encore prête et on va vous suivre. Mais après, la lettre a brûlé dans un incendie, bon bah j'ai plus la lettre quoi. Mais donc j'avais plus le contact de la personne et je pense qu'elle est plus à Gallimard. Et donc, si tu veux, de Je reviendrai à Tahiti à Matamimi, l'écriture est complètement différente. Matamimi, c'est vraiment là où je commence à être. Je nais en tant qu'écrivain. Je reviendrai à Tahiti, c'est quelque chose qui a été déclenché par le Taoui. Et j'avais besoin d'écrire. Et en fait, si tu veux, Je reviendrai à Tahiti, c'est comme un fœtus, le fœtus de l'écrivain. Et Matamimi, c'est, dans tous les sens du terme, c'est l'écrivain qui naît. Là, l'écriture de Matamimi, c'est ma voix intérieure. Donc il y a une progression, c'est normal, on vieillit, donc on change de style. Ouais. Et puis, pour la publication de vos œuvres, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi votre avis à vous, si vous aimez ou pas, pour publier vos œuvres? Je
crois que j'aurais pas publié si Jean-Luc Bodinier n'avait pas accepté de méditer. Donc ça veut dire qu'il a aimé. Ah oui? A priori, oui. Mais est-ce que c'est obligé que vous aimiez pour publier le jeu? Pour moi, oui. Je ne suis pas du tout issu du monde de littéraire. Moi, hein. Je suis pas, voilà, je suis un informaticien et plutôt gestionnaire financier de formation, de métier. Par contre, j'ai toujours aimé lire et j'aime lire. Et enfin, raconter trop de détails, mais voilà, ça s'est fait à Tahiti. J'ai eu l'occasion de gens qui voulaient publier, qui ne trouvaient pas de moyens de publier, et ayant la possibilité de les aider à sortir des livres. C'est comme ça que je suis venu à l'édition. Donc, dès le début, ça a été parce que des choses me touchent, m'intéressent, ou simplement par curiosité. Des fois, je trouve que c'est intéressant. Et c'est l'idée de donner le moyen de s'exprimer. Voilà. Donc moi, je vois le monde de l'édition tel que je le ressens et tel que les gens qui sont avec moi le font. C'est pour ça que je disais tout à l'heure l'idée d'un collectif. C'est plus une curiosité. Donc on est curieux de ce que font les auteurs. Je suis un lecteur curieux. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je me dis, tiens, si ça m'a intéressé, est-ce que ça va intéresser d'autres? Donc je vais les aider. Voilà. Et c'est dans cette vocation-là qu'on le fait. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de vocation à gagner de l'argent, surtout à Tahiti. On ne fait pas de l'édition, enfin, très peu font de l'édition pour gagner vraiment de l'argent, ou alors, mais on publie beaucoup, relativement beaucoup. On est assez récent, ça fait 3 ans qu'on existe. Mais l'idée, c'est ça. Donc, si j'ai aimé, oui. Autrement, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Alors, on fournit ce service-là pour certains auteurs qui désirent publier malgré tout, mais sous leur nom. Hein, c'est une forme d'auto-édition. Donc là, on fournit une prestation technique, mais il n'y a pas le label, le logo Happy Tahiti. Voilà, le logo Happy Tahiti, c'est lorsque moi-même et un petit panel d'auteurs que j'utilise comme un club de lecture, en fait, d'autres auteurs à qui je fais lire les textes, je leur dis comment tu le sens, et puis quelques jeunes étudiants, bon, il n'y en a pas parmi vous, mais certains d'entre vous à l'université m'ont servi quelquefois de testeurs pour les livres. Je leur fais lire des livres, je leur dis tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et puis ils me disent ah, c'est génial. Tu as fait lire mes poèmes? C'est confidentiel. Non, voilà, c'est un moyen que j'ai, voilà, d'avoir un peu un avis aussi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est que vous puissiez les lire. Donc moi, je peux me planter. On n'est pas forcément la même génération. On peut aimer certaines choses. Peut-être vous n'allez pas du tout aimer. Donc je fais tester quelques articles, ou quelques brèves, ou quelques morceaux d'histoire, quelques poèmes. Et si je vois que ça peut intéresser, je fais tout pour que l'œuvre soit publiée. On a une dernière question peut-être. Elle est adressée à Alidor. Je voulais savoir si dans ta vie professionnelle, si j'ai bien compris, tu es enseignant. Et par rapport à ça, justement, est-ce que ta position, tu profites de ta position d'enseignant pour faire passer des messages à la jeunesse? Parce que j'ai eu la chance de lire Makamini et il y a un passage que j'ai retenu dedans où tu disais qu'on avait des écrivains locaux. Ça, c'est une chose. Et un des problèmes, c'est qu'on n'a pas assez de lecteurs, justement, par rapport à cette littérature locale. Et toi, puisque tu es enseignant, tu as cette chance d'avoir un contact humain direct. Est-ce que tu profites justement de ton métier pour faire passer des messages, pour susciter l'envie de lecture et voilà. Oui, alors j'enseigne l'anglais et les lettres. Et depuis que j'enseigne ici, j'ai toujours, dans mes séquences, dans mon programme, j'ai toujours inséré des écrivains locaux, toujours. L'année dernière, on a vu une pièce de théâtre, c'était Le partage de la terre, ou des terres, de Valérie Gaubret. L'année d'avant, et puis aussi j'avais mis bien sûr Jean-Marc Pambrin, ça c'est inévitable, je mets toujours du Jean-Marc Pambrin. Quand j'ai fait des suppléances dans des collèges ou des lycées, je leur fais découvrir tout, Flora de Vatine, Chantal Spitz. Pour moi c'est essentiel. On est un petit pays, 360 000 habitants, mais je trouve qu'on a beaucoup quand même d'écrivains. C'est assez productif au niveau de l'écriture. Donc, et en plus, l'écriture, c'était pas instinctif puisqu'on vit dans un monde de l'oral. C'était tout le temps des transmissions orales.
Donc il y a beaucoup de mérite de la part, enfin les gens qui écrivent ont beaucoup de mérite, et je pense que insérer des textes locaux dans un programme, parce qu'on a quand même une ouverture dans les programmes, on a des thèmes à aborder. Par exemple, tu vois, parcours de personnage, c'est un des thèmes. Je peux choisir un écrivain, un roman local, un roman écrit ici, par quelqu'un d'ici. Et je trouve que les élèves, ils s'accrochent plus facilement quand ils peuvent se connecter à certaines choses, tu vois, dans le texte. Et dans le partage de la terre ou des terres, je sais plus le titre. Justement, il y a trois jeunes garçons, frères, et il y en a un qui vit des problèmes, qui fume du paca, etc. Et j'avais un public d'apprenants qui avaient des difficultés, et en fait, ils se sont imprégnés du texte, ça les a intéressés. Et je pense que si j'avais choisi, par exemple, une pièce de théâtre de Molière, ça aurait moins marché. Tu vois, là, c'était une autre pièce de théâtre, un autre style, une autre époque. Mais l'intérêt, c'est de les faire réagir à l'écriture. Que les mots ne soient pas plats, sans substance. Et là, donc je profite du fait d'être enseignante. Quand j'en ai l'occasion, bien sûr, j'insère toujours des auteurs contemporains dans mon programme. Et ça fonctionne bien. On va conclure. Après, je pense que les échanges peuvent continuer, même s'il y a cours après, mais pendant quelques petites minutes, le temps d'une pause. On remercie Jean-Luc Bodinier pour cette initiative. C'est lui qui est venu nous solliciter pour cette rencontre. On remercie les auteurs. Et on est ravis d'avoir parmi nous plusieurs enseignants de l'UPF, de l'ESP, et puis vous, étudiants, puisque pour nous, ça faisait sens d'organiser cette rencontre, puisque vous avez touché du doigt à la création poétique, même plus que ça, et que notamment ces recueils sont il y a des choses sur la typographie, sur le visuel qu'on retrouve dans vos œuvres. Donc merci d'avoir assisté à cette rencontre. On vous rappelle qu'on a aussi une prochaine rencontre mercredi prochain, donc le 11 avril à 17h, donc cette fois-ci à la bibliothèque, à la BU, dans l'espace sciences. Donc 17h, ce sera avec Tita Wapeu et la maison d'édition Au Vent des Îles. Donc on espère, comme ça, on en fait régulièrement. On organise nous-mêmes à la BU plusieurs rencontres littéraires par an. Quand des éditeurs nous sollicitent, ou que quand certaines œuvres, dont Pina de Tita Wapeu, sont étudiées dans les cours de lettres, on est ravis de pouvoir toujours organiser ces rencontres, cette transmission entre des auteurs, des maisons d'édition locales évidemment, et puis vous étudiants. Donc merci d'avoir été parmi nous.